Bonjour. Yes, tout marche. Bonjour, bienvenue à ce talk. Je suis en territoire païen, je suis chez Devox, avec son ADN javaïste. Il y a des gens dans la salle qui m'ont connu à une époque où j'aimais Java, c'était il y a 14 ans. Bientôt. J'aurais même enseigné et tout. Mais le monde change. Voilà, je m'appelle Christophe, j'ai 38 ans. Je fais du JavaScript depuis 95 à titre pro, depuis 96, et donc depuis l'époque où c'était pas drôle. Enfin, c'était drôle, mais pas pour les bonnes raisons. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, et donc aujourd'hui, je commence à ne pas seulement parler à la paroisse, dans des confs du style Paris Web, JSConf, etc., etc., mais également aller chercher les gens qui sont encore dans les limbes et qui ne se rendent pas compte de leur emprisonnement, pour leur expliquer qu'en fait, il existe un jour meilleur. Un jour où tu as moins de 17 minutes de turnover entre ton code et voir que ça marche. Je ne troll jamais. Je me l'interdis absolument. Je trouve que c'est extrêmement pas professionnel. Et donc, voilà, je n'ai aucune réputation pour ça. Et donc, je viens vous parler d'ECMAScript. J'ai pas le droit de dépasser là. Alors, on dit JavaScript, hein, tout le monde dit JavaScript, techniquement c'est une marque, mais le vrai standard officiel et tout qui sous-tend ça, et celui qui aujourd'hui le fait vraiment évoluer, s'appelle ECMAScript. On va dire que c'est complètement interchangeable. C'est aussi vieux que Java, c'est sorti en même temps, Netscape 2.0 Beta 3, hein, novembre 95, ça a été conçu en même temps. Et le marketing de Sun, qui a fait le boulot remarquable que l'on sait, puisqu'il a réussi à convaincre le monde entier qu'un des pires langages de la planète était vraiment celui qu'il fallait utiliser, a insisté pour que JavaScript, qui n'aurait pas dû s'appeler JavaScript, ce qui aurait évité à tous les départements RH de la planète de confondre les deux, qui sont pourtant à peu près aussi opposés que possible sur le spectre, il aurait dû s'appeler LiveScript, à la rigueur, c'était pas plus mal, ou garder son nom de code, Mocha. Et puis on a essayé de l'appeler JavaScript, et il a fallu cacher le fait que c'était puissant, parce que sinon, pourquoi les gens auraient été faire du Java? Donc, si on n'avait pas l'impression que JavaScript c'était un jouet. Encore aujourd'hui, peut-être parmi vous, certains qui font preuve d'une belle ouverture d'esprit en venant ici, où leurs boss sont assez persuadés. Chez Price Minister, par exemple, j'ai encore eu un javaïste avant-hier qui a dit de toute façon, JavaScript c'est un langage dégueulasse pour faire du code dégueulasse. Voilà, c'est quelqu'un qui apparemment vit en 96, mais ça n'empêche pas de faire du Java, ce qui est inquiétant. Je ne troll jamais. Mais j'en ai fait plusieurs millions de lignes, ce qui veut rien dire en Java. Hein, mais j'en ai fait plusieurs millions de lignes, et donc j'ai le droit, tu vois. Et c'était avant les générateurs, c'était avant Maven et tout ça, Xdoclet, tu sais, genre, à demain. Bon. Donc, juste ECMAScript, pour vous rappeler, c'est 95 à la base, ECMAScript 3, 99, c'est celui qui encore aujourd'hui est un peu considéré pour encore quelques boîtes comme la baseline, puisque c'est pré-IE9. Hein, donc ceux d'entre vous qui ont encore inexplicablement plus que 0,3% d'IE8 dans leur cadre browser, ce qui n'est même plus le cas des banques. Donc tu vois, vraiment, tu cherches. Ont encore cette saloperie à se traîner. C'est pas une saloperie en fait, c'est assez puissant. C'est juste que pour tirer parti de cette puissance, il fallait faire un truc assez radical et totalement pas éthique pour un développeur. Il fallait lire la doc. Et apprendre le langage pour de vrai. Et évidemment, personne ne l'a fait. Donc, du coup, les gens préféraient faire du jQuery. Et puis mettre sur leur CV, tu sais, jQuery, entre parenthèses, JavaScript. Ce qui est un peu comme si tu mets dans le niveau d'anglais Shakespeare, entre parenthèses, LOL. Tu vois, c'est... décembre 2009, on a eu S5 qui a rajouté quelques petits trucs, qui est devenu aujourd'hui la baseline de compatibilité. C'est-à-dire que IE9+, tous les browsers, Node et tout, ES5, on est sûr. Et donc, ES5 permet de faire techniquement pas mal de choses en plus. Au niveau du langage, par contre, on n'a presque rien rajouté. Ce qui fait qu'il y a encore des gens qui ont dit « Ouais, JavaScript, c'est pas objet ». Alias, j'ai pas vu le mot-clé classe, et donc je suis paumé. Hein, alors que la PO traditionnelle, hein, la PO dite traditionnelle, classe, machin, c'est ce qu'on appelle la PO pour les nuls. Hein, c'est les 10% du haut, enfin du bas, plus exactement, de la PO qui a été conçue dans les années 60. Le reste, c'est la PO prototypale, c'est celle de JavaScript. Ça fait beaucoup plus de choses. Mais c'est tout bizarre quand tu viens de classe extend, machin. Donc, on a décidé d'arrêter de lisser les choses pour les gens qui venaient de langages traditionnels. C'est-à-dire, c'est Java, c'est C Sharp, qui est déjà
encore un cran au-dessus en termes de puissance de langage pur, c'est tous ces langages-là pour qu'ils aient plus l'impression d'être à la maison en venant en ECMAScript, c'est que j'ai un peu moins l'impression que il est trop chelou ce langage. Et du coup, ça a pris le temps, mais l'année dernière, en mars 2015, d'ailleurs ici à Paris, à l'INRIA, le TC39 qui gouverne JavaScript a sorti ECMAScript 6, alias ECMAScript 2015. Alors officiellement maintenant, on les nomme par leurs années parce qu'il y a une version par an. Ah putain, toi qui as attendu 10 ans pour Java 8, ça doit te sembler bizarre, hein. Donc, il y en a un par an, et là, il y a ES 2016, là, qui est en finalisation et qui sortira à l'ECMA en juin. Et donc, on sort des nouvelles features tous les ans. Mais ES 2015, on l'a attendu longtemps, si tu veux. Donc, je te dis même pas, c'est plus le même langage, quoi. Bon, tous les concepts de base sont toujours là, mais syntaxiquement, il y a tellement de nouvelles choses qui tuent qu'on va voir ensemble que c'est la fête, quoi. Et c'est pour ça que c'est un très très bon moment pour se mettre à JavaScript sérieusement maintenant plutôt qu'avant. T'as un peu, tu sais, t'as genre attendu que tu vois, que ça devienne cool et tu fais, bah maintenant j'arrive, tu vois. C'est comme les mecs sortent de l'école aujourd'hui, ils ont genre Ruby, ES 2015, Webpack et tout, et Atom et tout, et t'as envie de les regarder, tu as envie de leur cracher à la gueule. Tu fais, moi je me souviens quand on en chiait, quoi. Je me souviens quand il n'y avait pas Wikipédia. Tu sais, qu'il fallait aller à la bibliothèque. Certains d'entre vous ne se souviennent pas, hein. C'est moi qui suis vieux. Hein, Donc, on va se dire, oui, mais ES 2015, c'est comme tous les standards du web, tu vois, ah, c'est génial, sauf que moi, sur mes navigateurs, je peux me brosser et tout. Comment ça se passe, la prise en charge, déjà native. En fait, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on ne croit. Là, tout de suite, par exemple, sur les navigateurs dits les Evergreen, donc les dernières versions des navigateurs principaux, Chrome, Edge, Firefox, etc., on est entre 90 et 98% de ES 2015 pris en charge nativement. C'est monstrueux par rapport à ce que la plupart des gens pensent. Il n'y a que Safari qui est devenu l'IE6 aujourd'hui, hein, c'est volontaire de la part de Apple, parce que tout ce qui est nouvelle techno du web veut dire que tu as moins besoin de l'App Store. Et donc, aussi bien sur le mobile que sur le desktop, ils freinent des cas de fer, alors qu'ils sont basés sur WebKit et que WebKit est à 98%. C'est-à-dire qu'il y a volontairement du bridage. C'est pareil pour toutes les technos progressives web apps, app manifest et tout ça, le service worker, enfin, c'est l'enfer. Sur les serveurs, donc Node en gros, hein, sur les LTS et la stable actuelle, bon c'est pas délirant. La semaine prochaine, Node 6 sort, il est stable, il va être qualifié LTS, donc 3 ans de maintenance, il est à 96%. Il est basé sur la dernière V8. Donc il reste vraiment pas grand chose. Tu vas me dire oui mais moi, j'ai eu 8. Tu sais. Je travaille à la CNIL, peut-être. Et à l'URSSAF. Toute ma compassion. Respect. Et donc, pour ça, c'est pas grave, tu as Babel. X 625, et Babel a complètement changé la donne, intégralement, puisque Babel permet en gros de traduire non seulement ES 2015, mais aussi tout ce qu'on a déjà prévu, qui sera peut-être qu'en 2016, 2017, 2018, 2019, plus JSX, la syntaxe de React, en ECMAScript 5. Et donc, si tu as ECMAScript 5, c'est bon, ça roule. C'est ce qu'on appelle un transpiler, hein, ça compile vers un autre format source. Et si tu penses que Babel, c'est pas encore vraiment, c'est pas production ready, hein, dans l'univers Java, on a tendance à dire si ça n'a pas 25 ans, c'est pas production ready. Donc Java n'est pas production ready. Il faut voir que Babel aujourd'hui transpile par exemple l'intégralité du code de Facebook. Facebook, c'est 20 000 composants React, c'est 1,5 million de lignes de code JavaScript. C'est une des applications JavaScript front les plus complexes au monde. C'est intégralement de l'ES 2015 et au-delà transpilé par Babel. Et ce sont des gens qui déploient en production 17 fois par jour en moyenne. D'accord ? Ils ont quelques utilisateurs. Juste 17% de l'humanité. Hein ? C'est light. Donc quand tu arrives et tu dis « Ouais, mais moi, mon projet, tu comprends, il est plus compliqué. » Ta gueule. D'accord ? J'ai plus mauvaisefoi.net, sinon je t'offrais un email. Hein, et toutes les nouvelles technos que tu vois arriver, Angular 2, Ember 2, machin, truc. Bon, Angular 2, c'est déjà mort, mais... Oh, pardon, Cyril. Mais tous ces trucs-là, t'as remarqué, c'est de l'OS 2015 partout. Même Node, l'accueil de Node, maintenant, faut y aller, là. Faut y aller. C'est le moment. Hein. Et tu peux demander, Babel, c'est point à point. C'est-à-dire que si tu dis, moi, je m'en fous, je vais déployer sur un Node 6 ou je vais déployer sur les tout derniers Evergreen ou autre, tu peux lui dire, écoute, full AP au 96% pris en charge nativement, contente-toi de transpiler les 4% restants. Et du coup, c'est super light, quoi.
Ça marche très très bien. Babel est intégré avec l'univers. Vous avez des liens. Le lien vers ces slides est là à la fin des slides. C'est intégré. Il y a des intégrations prédéfinies avec à peu près tous les outils EDI, éditeur, build, runtime, framework, système de test de la planète. Facebook a trouvé ça très très bien, Babel. Du coup, ils ont embauché le mec. Et du coup, il y a toute une équipe autour. C'est maintenu très 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 activement. C'est un des projets les plus critiques de l'écosystème aujourd'hui. Donc, vous en faites pas, ça se barre pas nulle part. Pourquoi est-ce qu'on va faire, j'ai laissé ES6 quand même, mais pourquoi est-ce qu'on va faire de l'ES6? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a beaucoup moins besoin pour plein de petites choses d'être un gourou. Il y a moins de pièges. C'est pour ça que je veux dire que c'est plus fiable, c'est-à-dire qu'il y a des pièges un peu traditionnels en ECMAScript quand tu n'as pas fait l'effort d'apprendre vraiment le langage. Ces pièges-là disparaissent plus ou moins, d'abord parce qu'en ECMAScript 6, on va être en mode strict quasiment tout le temps, mais aussi parce que le langage nous isole de mauvaises pratiques habituelles. C'est plus performant parce que même avec Babel, le code ES5 qui va pondre, il est meilleur que le tien. Une chose. Et il est lisible, mais il est juste meilleur que le tien. Toi, tu fais encore des boucles, tu vois, for i, tout ça, machin. C'est-à-dire qu'on est à l'époque du functional programming, moi, ça fait super longtemps que je n'ai pas écrit une boucle for, tu vois, parce que le C, tout ça, c'est Kernighan et Ricci sous acide en 67. Bon, c'est un peu compliqué, tu vois. D'une manière générale, c'est plus le kiff. Vous allez voir, c'est juste génial. On va commencer avec juste ce qui a changé au niveau des objets et des classes. Alors en fait, il a presque, en termes de fonctionnalité, il n'y a rien qui a changé. C'était déjà là. Mais on t'a mis des mots-clés pour que tu n'aies pas peur. D'accord ? C'est important, les mots-clés. Alors, il y a aussi des choses. Il y a par exemple les littéraux objets. Vous savez, en JavaScript, ceux d'entre vous, qui ici n'a jamais codé JavaScript, a toujours évité ça comme la peste? Toi, tu me trolles, toi. Toi, je t'en ai fait faire déjà, donc je sais que tu me trolles. Et tu sais, tu as toujours ce truc un peu où des fois, tu as des variables là qui sont dispo, genre name, text, id et tout. Tu veux renvoyer un objet qui a des propriétés name, text, id, qui ont ces valeurs-là. Et donc, tu écris un truc genre accolade, nana, id, .id, name, text. C'est tellement redondant, on dirait du XML, tu sais. Et pour ces cas-là, tu n'as plus besoin maintenant. Tu mets juste le nom, en fait. Quand tu mets genre, tu vois là comme là, ID ou texte, en fait c'est ça que ça veut dire. Il y a une propriété ID, et puis j'ai une expression ID qui existe, et hop, on va les mettre ensemble, elles s'entendent bien. Ça arrive tout le temps. On a également la notion de propriété calculée, c'est-à-dire que régulièrement, tu crées un objet, toutes les propriétés, tu connais leur nom, elles sont en dur, sauf deux qui dépendent d'une expression ou n'importe quoi, et là tu fais ah merde, je peux pas renvoyer l'objet directement, il faut que je mette dans une variable, et puis il faut que je fasse cet objet, crochet, clac et tout. Maintenant tu peux le faire directement dans le littéral, à la volée, donc pareil, tu n'es pas obligé de le faire en plusieurs étapes. Et dans la vraie vie, ça existe, ces trucs-là. Ça, c'est des choses qui sont sorties de code qu'on fait, par exemple, dans nos formations. Shameless plug. Et tu vois que c'est hyper pratique de directement balancer des expressions ou combiner balancer des objets ou balancer un truc avec des propriétés dynamiques ou autre. Ça se fait pour de vrai, très fréquemment. Et puis, on a enfin les mots-clés classe. Ça y est, tu peux plus dire que c'est pas objet, sous prétexte que tu n'as pas vu classe. Donc, on a classe, on a extends et tout, le truc de fou. On a constructeur, évidemment. Alors, on a des meilleures pratiques qui sont forcées par le langage. Par exemple, si tu es dans une classe qui extends et que tu définis ton propre constructeur et que tu ne mets pas super, ça passe pas. Tu es obligé d'appeler le constructeur hérité et tu es obligé de l'appeler avant de manipuler 10 à l'intérieur du constructeur. Sinon, je veux dire, syntaxiquement, ça ne passe pas. C'est même pas ça va gueuler à l'exécution. Je vais même pas pondre ton code. D'accord ? On a des syntaxes raccourcis pour les littéraux méthodes. Tu n'es plus obligé de faire le nom de .function, en plus avec ta grosse fonction anonyme dégueulasse. Non, elle est forcément nommée, etc. On a super, évidemment, pour appeler les versions héritées du constructeur ou des méthodes. On a des accesseurs transparents, parce que getBilul et setBilul, ça va bien les gars, mais on n'est pas en 62. Je sais qu'en Java on aime bien et tout, mais non, on a les accesseurs transparents, comme en C#, comme en Delphi, comme dans tout ça. Donc tu as get et set en préfixe qui font que ça ressemble à une variable. Ça a le goût d'une variable, l'odeur d'une variable, mais ça n'est pas une variable. C'est une variable Canada Dry. Bon, il y a des petites conneries comme statique et tout. Donc on a toutes ces choses-là. Donc tu vois, ça commence à ressembler à ce dont tu as l'habitude. Et on a énormément de choses de confort. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment cool. La déstructuration, c'est probablement le truc le plus utilisé. C'est-à-dire que quand tu fais vraiment de l'ECMAScript pour de vrai, tu n'écris pas
plus de 3 lignes sans à un moment donné pondre une déstructuration. C'est vraiment super cool. Ça va nous permettre dans les affectations, mais aussi on va le voir dans les arguments de méthode, enfin les arguments de fonction, de prendre des objets ou des itérables, enfin des choses qui sont structurées, et hop, directement aller piocher des choses à l'intérieur, ce qui permet d'être hyper explicite. Par exemple, ça c'est, voilà, je suis dans du React, je dis, bah voilà, dans this.props, il y a ActiveCount, je vais m'en servir 15 fois, j'ai pas envie d'écrire this.props pour ActiveCount tout le temps, et j'ai pas envie de faire const ActiveCount égale this.prop.ActiveCount. Hein, donc hop, je fais une déstructuration comme ça, je peux renommer éventuellement ma version locale, je peux le faire en imbrication, hein, si je veux. Et ce qui est génial, c'est que tu peux le faire sur les objets qui te sont passés en argument, en fait. Sur tes arguments, tu peux les déstructurer à la volée, ce qui fait que ta signature est vachement plus claire, parce qu'elle dit pas on me passe un objet option, elle me dit on me passe un truc avec des options précises qui m'intéressent. Hein. Ce qui permet très vite, surtout combiné avec les valeurs par défaut, d'obtenir ce qu'on appelle l'équivalent des keyword arguments, les paramètres nommés. Et c'est super agréable à l'utilisation, ça s'autodocumente. On peut aussi déstructurer n'importe quoi d'itérable, des tableaux entre autres principalement, mais pas que, avec des crochets. Du coup, cette fois-ci, on peut même sauter des positions en laissant des virgules. Et ça permet de très facilement faire des fonctions qui renvoient plusieurs trucs. Il suffit qu'ils renvoient un tableau et on déstructure à l'appel. Et du coup, on a vraiment, c'est quasi transparent. C'est tellement beau qu'on commencerait à dire du Ruby. Dans la vraie vie, là, vous avez des exemples, par exemple, où je vais prendre directement 2 arguments de la ligne de commande, mais je leur attribue tous les deux des valeurs par défaut. Vous avez une déstructuration de tableau. Là, vous avez une double déstructuration, c'est-à-dire ça, c'est un composant pur fonctionnel React. Et en fait, du coup, c'est une fonction qui prend juste les props en argument. Les props, c'est un objet. Je déstructure cet objet. Dedans, j'ai un goal dont je vais déstructurer name et unit, et un stat dont je vais déstructurer progress et target. À la fin, les seules variables que j'ai, c'est name, unit, progress et target, que je peux utiliser en direct. Et du coup, il est extrêmement clair dans ma signature de quoi elle se préoccupe, en fait, cette fonction, dans ce qui lui est passé. Même chose ici, en dessous, vous voyez, je fais une combinaison de promesses. Cette promesse, elle va s'accomplir avec un tableau des résultats. Je déstructure le tableau pour donner des noms directement aux différents résultats, pour éviter result 0, result 1, result 2, qui sont juste moches. Hein. Et hop, je les réutilise direct avec les shorten properties. Je vous jure que c'est hyper addictif, ES6, hein, contrairement à d'autres langages que je ne citerai pas, mais qui démarquent comme JavaScript. Le reste et le spread, on les a enfin. Bon, ça, même en Java, on les avait quand même, faut pas déconner. Le reste et le spread, on les a enfin. Point, point, point. Par contre, c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on peut les implémenter pour nos propres types également, et pas seulement pour les trucs existants. Donc bon, bah, vous connaissez. Hein, qui ici ne fait pas de Java? Tu as le droit de le dire, hein, personne ne va te bouffer. Ah, c'est bien, tu es l'élite. Ou simplement le chanceux. Tu y as échappé, tu es arrivé sur le marché alors que c'était déjà plus, tu vois. Et c'est très pratique parce que tu vois, il y a plein de choses en fait, point, 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 le spread comme ça, donc qui prend une valeur, un itérable, classiquement un tableau, et qui l'éclate en valeur individuelle, nous permet d'éviter notamment d'avoir à maîtriser des choses traditionnelles de S6, enfin d'ECMAScript, comme apply, call, slice, ce genre de choses. On n'a plus besoin de ça. Là, il y a un push modifiant. Push, ça prend des arguments individuels, mais moi j'ai un tableau sous la main, bah, je l'éclate en argument individuel, et du coup j'ai un concat modifiant. Le point, point, point en tant que spread prend n'importe quoi qui est itérable. Donc ça inclut les node lists, ça inclut les maps, ça inclut les sets, ça inclut énormément de choses, les générateurs, ça inclut plein de trucs. Et du coup ici par exemple, document de query selector all, ça me renvoie une node list qui a une gueule de tableau mais qui n'est pas un vrai tableau. Dessus je ne peux pas appeler par exemple sort ou reverse ou machin. Et là vous avez un idiome très classique, c'est qu'on le spread et ensuite on en refait un vrai tableau. Et en fait c'est une conversion tableau quoi, vers un vrai tableau qui a les méthodes de tableau. Hein. Là, vous avez la version non modifiante, immutable en fait, d'un unshift par exemple. C'est-à-dire que je crée un tableau qui est le tableau d'origine, mais j'ai incrusté un élément au début. Hein. Y a des tas de choses comme ça. Et on va avoir ça sur les objets. Ça, c'est pas en ES 2015, ça sera dans ES 2016 probablement, parce que c'est au stage 2 pour l'instant de la spec. Non, donc ça sera ES 2017, parce que vu qu'on la finalise là dans les jours qui viennent, stage 2 c'est trop tôt. Il faut être au moins stage 3 pour être dans la spec. Et ça nous vient de Facebook à la base. Et c'est le object spread. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éclater un objet comme si on avait ses propriétés individuelles. Ou inversement, faire du rest sur un objet en disant bon, celle-là c'est une propriété à part, celle-là à part, et toutes les autres j'en fais un objet. Et ça c'est hyper cool. Ceux d'entre vous qui auraient joué avec underscore ou lodash, ça vous permet de faire un peu la même chose que pick ou omit. Hein. On a aussi object assign, hein, qui est l'équivalent du extend, qui est là en ES 2015. Mais ça c'est trop plus cool. C'est tellement compact. Je vois un mec au fond qui est... Tu sais, il écoute du jazz expérimental un peu. Tu vois, comme ça, c'est... Et on l'a dans JSX, ça vient de JSX à la base.
Dans la vraie vie, ça donne des trucs géniaux. Tu vois, je peux dire, bah voilà, je redéfinis mon state en partant du default state et j'écrase avec éventuellement ce qu'il y a dans goal. Ou là, il y a le mass.max. Mass.max, par exemple, ça prend des arguments individuels, ça prend pas un tableau. Donc c'est pas grave. Je fais un map qui me donne un tableau, je l'éclate. Au cas où le tableau serait vide, je vais rajouter un -1 parce que mass.max sans argument, ça renvoie infinité négative, ce qui est pas pratique. Hein. Et tu vois, derrière, je m'en resserre à nouveau pour générer un nouveau tableau. Ça, c'est des vrais réducteurs qu'on a dans nos formations quand on fait du Redux. Il y a les valeurs par défaut, bien sûr, donc sur n'importe quelle affectation, en fait, donc aussi bien dans les arguments que dans d'autres affectations, comme la déstructuration ici, y compris la déstructuration des objets. Donc ça va se déclencher uniquement si à la base c'est undefined, c'est-à-dire c'est pas là ou c'est là, mais c'est undefined. Ça se déclenche pas quand c'est falsy ou nul ou machin, hein, c'est vraiment juste undefined. Et c'est hyper pratique, c'est vraiment super chouette. Pareil, ça permet d'avoir des signatures extrêmement explicites. Dans la vraie vie, ça donne des trucs comme ça. Remarquez bien les deux du milieu. C'est-à-dire que ta valeur par défaut peut être un appel de fonction qui ne sera appelée que s'il y a matière A. Elle ne sera pas appelée par défaut. Tu peux même avoir des valeurs par défaut qui sont basées sur d'autres arguments de la méthode. Donc qui eux-mêmes peut-être étaient des valeurs par défaut. Enfin, c'est Inception, quoi. C'est hyper cool. On a les templates strings. Bon, ça, nous, on est la communauté qui est hyper contente d'avoir la possibilité d'interpoler ces strings. Ceci dit, en Java, vous n'avez pas non plus. Hein, sa mémoire est bonne, donc on est les gens, tu sais, en 2016, genre, ouais, on va incruster le variable dans les strings automatiquement. On est trop fort. C'est pas comme si PHP le faisait depuis 10 ans. PHP, quoi. Donc, c'est un nouveau délimitaire. C'est les backticks, les backquotes. Hein. AltGr7 sur les gens qui sont tristes et qui n'ont pas de Mac. Et directement à gauche du return sur les Mac. Et c'est du $accolade et tu mets n'importe quelle expression à l'intérieur. Hein, un map, hein, ce que tu veux, enfin voilà. Et c'est multiling, c'est nativement multiling. Il n'y a pas d'histoire de backslash ou de backslash n à rajouter, c'est multiling. Voilà. Il y a aussi un truc, mais je vous en parle pas, qui est le tagged template string. C'est un petit détail, on n'a pas le temps. On a let et const. Alors en gros, c'est simple. En ECMAScript 2015, il n'y a plus de var. Tu fais plus de var. Ça sert à rien var. Un var, il y a du hosting. En général, tu n'es pas au courant qu'il y a du hosting. Du coup, ça te prend par surprise derrière et tout. Bon. En général, on va faire const. Parce qu'en fait, vous avez remarqué, c'est bizarre l'informatique. La plupart de nos variables, en fait, elles ne changent pas de valeur. Et quand tu viens genre, tu sais, d'un truc un peu très old school, genre un Doug Mias, où en fait, tu es matheux, mais ça suffit pas, donc tu fais un peu d'informatique. Et tu arrives, on fait, tu vois le variable là? Il fait, mais pourquoi c'est une variable, elle ne change pas de valeur? Touché. La plupart de nos variables, en fait, on les affecte et après, on ne les touche plus, quoi. Hein, et donc, en général, ça va être des consts. Et quand on les fait bouger, la plupart du temps, on va faire du let. Le let étant, lui, correctement limité à son bloc, y compris le bloc implicite, ce qui nous évite des problèmes classiques d'asynchrone. Hein, quand on vient des langages, à peu près tous, sauf JavaScript ou Erlang, on n'est pas du tout habitué aux notions d'asynchrone. On se fait mordre énormément par ça au départ parce qu'on n'a pas internalisé ce que ça veut dire, cet asynchrone. C'est extrêmement puissant, mais au départ, on n'a pas regardé la bonne doc qui va bien sur la event loop, hein, parce que toujours pareil, hein, lire les docs. Et donc, dans ces cas-là, on ferait un let, mais on ne fait plus de var. Tu ne trouveras pas de var dans du code ES 2015 digne de ce nom. Hein. Le const, ça ne veut pas dire que c'est immutable. Hein. Ça veut juste dire que tu ne peux pas refaire bidule égal. Hein, mais si l'objet est voilà, ce truc-là dedans, c'est un tableau, tu peux faire push, machin, etc. Modifier les propriétés. C'est pas la même chose qu'un deep freeze, par exemple, qui rendrait effectivement le truc immutable, ou des structures de données immutables, comme immutable.js ou Mori, ou des choses comme ça. Hein. Ça veut juste dire que je peux pas refaire bidule égal. Je vais me faire engueuler par le compilo s'il me voit refaire bidule égal, ce qui est probablement parce que je me suis planté, la fatigue, tout ça. Je sais, je suis hyper fort, tu vois, mais la fatigue, quoi, tu vois, tous. T'as remarqué, c'est toujours ton collègue, en fait. C'est toujours la faute du collègue. On a des littéraux étendus. C'est le bordel parce qu'avant, tu vois, les littéraux octo, genre 0.52, n'ont jamais été dans la spec ECMAScript. Ils n'ont jamais été officiels. Et pourtant, à cause de la guerre des navigateurs à la fin des années 90, ça a été mis comme ça à la Y. Et du coup, le problème, c'est que la plupart des gens se mettaient à aligner les nombres sur la droite, dans les constantes et tout, et à compléter avec des zéros plutôt que des espaces. Et du coup, genre 0.52, c'est 42, tu vois. Donc, alors en mode strict, en ES5, c'était déjà interdit. Là, tu es forcément en mode strict en ES 2015. Par contre, on a des littéraux octo, 0O, si tu es un enfoiré, tu feras un O majuscule. Et 0B pour les binaires. Tout ce qui manque, ça serait des underscores. En Ruby, tu peux mettre des underscores où tu veux dans les nombres, ça change rien, mais au moins c'est lisible, tu vois, surtout quand c'est 100 milliards. Tu vois, quand tu mets des underscores entre les groupes, c'est hyper cool. Mais on n'a pas ça. Au niveau de l'Unicode aussi, on s'améliore. On a exactement les mêmes strings qu'en Java. C'est-à-dire que techniquement, en interne, c'est de l'UTF-16LE. Hein. Donc tous les caractères prennent 2 octets. Évidemment, il y a des tas de caractères, notamment tout ce qui va être ASI.
donc la grande majorité des kanji chinois, tout ce qui va être hindi, tamil, etc., qui dépasse en fait, qui a besoin d'être encodé sur 2 codes UTF-16LE. Et du coup, tu vois le kanji de gauche, là, qui désigne en gros la bonne fortune, la chance, ce genre de choses. En fait, tu as un code point Unicode, mais tu as 2 caractères, tu as 2 codes UTF-16 en fait, là-dedans. Hein, en fait, tu vois, tu as le D842 et puis le DFB7, qui chacun individuellement ne sont pas valides. Hein, il faut la combo. Donc on a une nouvelle syntaxe littérale, / accolade, qui te permet de mettre le vrai code point complet de la table. On a aussi un flag U sur les regex, parce qu'on n'est pas obligé, nous, de se taper des regex pattern, regex compiler, 18 lignes pour faire une regex. Non, on a les littéraux, comme tous les langages bien nés. Et du coup, ça lui dit, attention, le point, c'est un code point Unicode complet. Ça évite d'avoir des matchs de merde. Et de la même manière, on a enfin, en plus de char code at, on a code point at, qui te garantit le code point complet. Donc il y a des petites choses comme ça sur l'Unicode qui permettent d'y aller mieux. Et puis les fonctions fléchées. Alors les fonctions fléchées, je suis sûr que c'est ce que vous avez vu sur ECMAScript 2015, c'est presque toujours mal expliqué. C'est-à-dire que la plupart des gens vous disent les fonctions fléchées, elles bind le this en fait. Rien n'est plus faux. C'est l'exact inverse de ce qui se passe. Et si tu crois qu'elle bind le this, tu vas t'en servir n'importe comment, il va t'arriver des bricoles. Donc pour rappel, en JavaScript, il n'y a pas de méthode. Il n'a pas dit ça. En JavaScript, il n'y a que des fonctions libres. C'est hyper démocratique. Il n'y a que les fonctions libres. Le fait qu'à un moment donné, des prototypes de classes référencent ces fonctions-là, qui nous permettent de les appeler comme des méthodes, quelque part, c'est cool, quoi. Hein. Mais les fonctions ne sont pas intrinsèquement associées à quelque objet ou prototype que ce soit. On peut avoir X prototype, X classe qui en fait utilise derrière le même nom exactement la même fonction en mémoire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dès que tu ne fais pas ce qu'on appelle sujet-verbe complément, c'est-à-dire tu ne fais pas objet, point ou crochet, la méthode, parenthèse immédiatement, auquel cas effectivement dedans ton this, ça sera l'objet. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de this associé. Comme tu vas être en mode strict en ES 2015, ça veut dire que this est undefined. D'accord? Ça va exploser. Or, on passe notre vie à filer des fonctions par référence. C'est des callbacks. Tu vois. On les passe à cette timeout, on les passe à machin, on les passe à truc, etc. On passe notre vie à filer des fonctions par référence, et donc elles n'ont pas de this associé. Donc quand ces fonctions-là sont des méthodes dans nos classes, et que donc elles utilisent this, ça va être un problème. Notamment quand tu fais un for each, quoi. Tu es là, mon tableau for each, tac, tac, une petite fonction anonyme, dedans je veux continuer à utiliser mon this qui était valide juste avant, et bah perdu. Hein. Alors for each, map, every, sum, ils ont un autre argument qui te permettrait de dire le this, ce qui est le top. Et les gens te disent, mais une fonction fléchée, comme ça à l'intérieur, elle a gardé le this. En fait, c'est exactement l'inverse. Lorsque tu utilises une fonction avec le mot-clé function, qu'elle soit anonyme ou pas, que ce soit une expression ou pas, cette fonction redéfinit automatiquement 4 trucs. Parce que normalement, dans JavaScript, comme dans la plupart des langages, quand à un moment de ton programme, il y a marqué bidule, il le cherche lexicalement. Il regarde dans les locaux, s'il ne le trouve pas, il va regarder dans les englobants, puis dans les englobants, etc., jusqu'au global. Ce qu'on appelle la recherche lexicale. On dit que les identifiants sont lexicaux, c'est-à-dire par rapport à la structure du code source. Sauf 4. Quand tu fais function, à l'intérieur de cette fonction, elle a redéfini this, arguments, qui te permet de manipuler dynamiquement tes arguments, ce dont on n'a plus besoin, parce qu'on a point maintenant sur les arguments. New.target, qui définit ce qui va se passer quand on fait new cette fonction-là, et super, qui définit ce qui se passe quand on l'appelle super. Ces 4-là sont traités spécialement. Ce que fait la fonction fléchée, c'est qu'elle ne fait pas ça. La fonction fléchée ne redéfinit aucun identifiant. N'importe quel identifiant à l'intérieur d'une fonction fléchée va être résolu lexicalement comme tous les autres. Et donc ça veut dire, attention, si tu fais une fonction fléchée, elle ne peut pas avoir son propre this. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un bind dessus. Tu ne peux pas faire un new dessus. Hein. Donc il faut faire gaffe quand tu utilises des technos qui redéfinissent le this, genre Mocha ou autre, qui dit tiens à l'intérieur je redéfinis le this, sign-on.test, tout ça, ça va pas marcher avec de la fonction fléchée. Et ça va pas marcher silencieusement. Donc c'est super dangereux. Tu veux manipuler tes arguments dynamiquement dans une fonction fléchée? Bad luck. Tu vas utiliser les arguments de la fonction englobante la plus proche. Voilà le gros bug que tu vas rien comprendre. Hein. Donc il faut faire attention à ça. C'est très pratique pour tous les prédicats et tout. Hein, ça donne des choses comme ça, tu vois, c'est hyper cool, voilà, dans le JSX ou les petits prédicats, tu vois mon petit map là-haut. Ça donne des trucs très... J'adore celui du bas, c'est un vrai. Hein. Quand tu arrives et que tu connais pas la syntaxe, tu fais mais... Pourquoi c'est la même chose à gauche, à droite? C'est un peu...
Et ça fait pas du tout la même chose. À gauche, je déclare une fonction qui prend un objet dont je déstructure deux propriétés. Et cette fonction renvoie un objet qui a ces deux propriétés. Le problème, c'est que si je mettais juste les accolades à droite, ça serait le bloc de la fonction. Ça serait une fonction qui renverrait undefined, qui aurait juste une expression et qui renverrait undefined. Pour dire, attention, non, les accolades, là, c'est un objet, il faut que les accolades apparaissent dans un contexte expression, et donc je mets par exemple des parenthèses autour. Et ouais. Tu sens venir le gros quiz où tout le monde va mourir? Ouais. Ça va en rappeler les souvenirs à certains, ouais. On va essayer de continuer à vous parler tout en branchant mon alim, parce qu'il n'y a rien qui suce une batterie comme le HDMI. Alors, on a des vrais modules. Ça, par contre, c'est hyper cool. Ça, sans déconner, là, vos imports, ils peuvent aller se rhabiller. Enfin, ils ont toujours pu aller se rhabiller, d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont rhabillés. D'ailleurs, ils sont partis. On va y arriver. On ne me voit plus, la caméra se demande où elle doit me traquer. Voilà. Allez, va-t'en, petit lot batterie. Voilà. On a des vrais modules qui sont là depuis ECMAScript 2015 et qui ont pris tout ce qu'il y avait de bien dans les autres systèmes de modules. Il y a des Pythonistas ici? Ouais, bah ouais. Trop peur. Donc, on a de base, c'est un peu comme CommonJS. Un fichier est un module est un fichier. Les imports en Java, tu sais que c'est juste là pour éviter d'écrire la version longue. Il y a un mec qui a trouvé ça hyper utile de faire, tiens, en fait, nos noms, c'est que des noms avec des paquets à rallonge au début, tu sais. Ça permet de justifier certains outils de refactoring et tout, tu sais. Tu te fais racheter, il faut changer tous les paquets. Tu sais. Ah bah merde, on n'est plus comme.bidule, on est comme.machin. Ah bah c'est reparti. Tu sais, bah ouais, tout le temps. Hein. Et donc là, non, là, c'est du JavaScript. Si le truc n'a pas été importé explicitement, c'est mort. Hein, donc on peut exporter dans un module déjà, exporter à la volée, comme vous le voyez là-haut, ou faire ce qu'on appelle un export par défaut, un seul. On peut exporter aussi a posteriori, les choses existent déjà, on les réexporte. Il y a autant de clauses export qu'on veut. On peut exporter en renommée, on peut même réexporter en délégation un autre module interne. Pensez à une sorte de design pattern façade. Je sais que vous êtes dans un langage qui ne sait rien faire sans les design patterns, alors je vais utiliser votre vocabulaire. Design pattern façade. Mais sans avoir à créer un abstract singleton proxy factory bin. Par contre, c'est et tous les autres autour. Sans le schéma Hibernate, comme ça. On peut importer de l'autre côté, donc soit importer tout le module, tous les exports nommés en tant que namespace, ou alors faire des imports spéciaux. Là, par exemple, React, ça serait l'export par défaut du module. Entre accolades, on va déstructurer, donc on va prendre des exports nommés, qu'on peut d'ailleurs renommer, comme vous le voyez en bas. On peut mélanger les deux. Enfin, c'est hyper lisible, c'est hyper agréable, et surtout, c'est statique. Directement au niveau du langage, il peut y avoir une analyse statique qui sait très exactement, par exemple, qu'est-ce qu'on importe dans un module, et notamment pour du code front, faire ce qu'on appelle du tree shaking, c'est-à-dire n'embarquer que les portions du module dont tu te sers réellement dans le build final. Rollup et Webpack 2 font ça, par exemple. Sur certaines de mes applis juste basiques comme ça de test, ça descend, bon, mais qui ont quand même pas mal de lib à l'intérieur, ça me fait descendre mon build de prod optimisé de 730K à 200K, juste en activant la feature. Je fais, ah, sympa. Moi, j'aime bien. Surtout quand tu as du Edge orange, tu sais, genre, t'as pas de réseau, mais j'ose pas te le dire, tu sais. Donc, je dis Edge orange, tu sais, bon. Tu vois. Et on a la possibilité de faire du chargement dynamique également via système import. Alors ça, par contre, c'est une spec à part. C'est la spec qui s'appelle la Loader API. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'implémentation digne de ce nom qui est mise en place. Ou alors, il y a des simulations comme avec System.js. Ce n'est pas encore ça pris en charge très bien nativement par les navigateurs, mais ce n'est pas très grave parce que la concaténation, c'est le bien. On a les promesses en native. Parce que nous, on a des vraies problématiques asynchrones. On est dans un langage nativement asynchrone, donc du coup, on doit inventer des primitives. On a les promesses en natif. Il y a un standard qui s'appelle Promises A+. Il y a des tas de bibliothèques qui implémentent ce standard, et il est implémenté en natif par les runtime, et tout ça est totalement interopérable. On peut mélanger les promesses natives avec les promesses des bibliothèques. C'est extrêmement cool. Ça permet de faire beaucoup de choses vraiment cool. Ce n'est pas simplement une autre manière d'écrire les callbacks. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que permettent les callbacks. Il y a des garanties d'appel uniques, garanties d'appel exclusifs entre l'erreur et le succès. On peut capturer les exceptions correctement plutôt qu'elles explosent à la racine de la stack. Surtout, on peut composer les promesses entre elles, et ça, c'est extrêmement puissant. Ça ne va pas s'en aller, les promesses. C'est quelque chose de très puissant, très largement répandu. Toutes les nouvelles API web les utilisent. Dans Node, on est en train de se demander si dans les API noyaux de Node, on ne va pas d'entrée de jeu fournir une variation promesse également, en plus du callback avec de l'error first.
Pour apprivoiser les promesses, je vous ai mis quelques liens ici qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Je vous encourage vraiment à les regarder. Il y a vraiment un avant-après, j'ai compris les promesses, quoi. C'est vraiment mais c'est une abstraction effectivement particulière. Ce vers quoi on va, en plus des promesses, le top, c'est une super bonne idée qu'on a piqué à C# 5.0, qui est donc dans .NET 4.5, parce que pourquoi synchroniser les numéros de version? Et c'est async await. On va pouvoir déclarer des fonctions comme étant asynchrones, et à l'intérieur de ces fonctions, on peut écrire du code qui a une gueule de synchrone, une gueule de bloquant, donc qui est, c'est clair, plus facile à comprendre et à raisonner pour l'esprit humain. Ça fait beaucoup plus recette de cuisine, de haut en bas, la boucle, c'est beaucoup plus simple que du full asynchrone à comprendre, même pour des habitués. Sauf que c'est pas bloquant. Dès que tu vas voir un await ou un machin, il y a suspension complètement de ta routine. C'est un peu comme les coroutines, un peu le même principe. Il y a une suspension complète, c'est pas bloquant, ça fait sa vie, ça reprendra la main. Pendant ce temps-là, ton programme il est dispo. Et notamment côté serveur, il peut enquiller de la requête. Parce que je suis désolé si vous n'êtes pas encore au courant, mais les threads, ça scale pas. Ça n'a jamais scalé, ça ne scalera jamais. Et donc les langages à base de threads, c'est la loose. Je ne vise personne. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Donc on récupère toute notre structure de contrôle. Alors on a beau être en asynchrone, on récupère le for, on récupère les try-catch et tout, c'est super cool. On peut mélanger ça avec les générateurs, ça marche très bien. Et par contre, il faut faire attention à ne pas répliquer ces mauvaises habitudes de code bloquant. Par exemple, tu es en Java, en Python, en Ruby, etc. Tu es côté serveur, tu as 3 requêtes à faire dans une base de données. Traditionnellement, tu fais, bah voilà, mon ORM appelle 1, mon ORM appelle 2, mon ORM appelle 3, donc c'est sérié. Y compris quand ces requêtes sont en fait totalement orthogonales et qu'on pourrait en fait les faire en parallèle. Elles ne s'impactent pas, elles n'ont pas besoin les unes des autres. Tu vas les sérier parce que ton système il est comme ça. Tu aurais tendance à reprendre ce code à faire await, 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 hein, et c'est vraiment dommage. Il faut continuer à réfléchir en asynchrone, lancer ces 3 promesses en même temps, faire un promisal pour les combiner, faire un await sur le promisal, et du coup on les parallélise pour de vrai. Hein. C'est pas pour rien que tout le Fortune 500 a migré ou est en train de migrer de Java vers Node et gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en étant beaucoup plus performant avec beaucoup moins de serveurs. Hein, il y a une tonne de use cases. Async await, c'est super cool, sans déconner, vous avez les presses là, allez regarder. Et c'est déjà pris en charge évidemment par Babel, hein, alors que ça sera ES 2017 a priori. Et puis on a de la métaprogrammation. On voulait juste un truc genre method missing ou getAttr en Python, tu vois, juste un truc, juste ça, genre on appelle une méthode qui n'existe pas, vas-y donne-moi la main. On a hésité, on a joué un moment avec NoSuch méthode. Finalement, on y est allé en mode gros build, on a sorti les proxies. Et les proxies permettent d'intercepter absolument n'importe quel type de manipulation sur un objet et de faire une implémentation complémentaire ou alternative. Donc on peut tout faire. C'est pas émulable avec Babel, mais c'est déjà là en natif. Dans Edge 12, dans Chrome depuis le 49, dans Firefox depuis le 38, et ça sera là dans Node 6. Donc on va avoir une prise en charge native de toute façon dans les environnements. Et ça permet, tu sais par exemple, quand tu viens dans JavaScript les premières fois, le truc qui te casse bien les couilles, c'est tu fais une faute de frappe parce que hey, t'as pas la complétion. Hein. Enfin, pas autant que tu voudrais, quoi. T'as pas installé ce qu'il fallait, t'as pas ton EDI, t'es tout paumé, quoi. Hein. Et tu as fait une faute de frappe dans une propriété. Tu as fait machin point au lieu de bleh. Et il te dit rien. Tu sais, ça vaut undefined en fait, c'est tout, quoi. Alors évidemment, si c'était une méthode et que tu fais parenthèse machin, qu'est-ce que tu as? Tu as undefined is not a function. Si tu Google Trend undefined is not a function, ça te donne une bonne idée de l'évolution du marché de l'emploi JavaScript. C'est là le message le plus JavaScript du monde. Mais si c'était juste une propriété comme ça, c'est undefined et c'est silencieux. Ça, par exemple, c'est un proxy que j'appelle le defensive object. C'est-à-dire un proxy, ça enrobe l'objet d'origine. Hein. Et donc on utilise l'enrobage à la place. Pattern décorateur. Et là, en fait, on a un trap sur le get. Ce trap va se déclencher dès qu'il y a une consultation de propriété. Et en fait, on utilise du bon vieux JavaScript pour faire, mais elle est là la propriété ou pas? Non, parce que si elle n'est pas là, je vais lever une reference error à la place. Et sinon, je vais passer par l'API de réflexion, pour, qui est un peu comme Java Util Reflect, mais en mieux, pour aller faire l'implémentation d'origine. Donc on peut faire des trucs, mais de malade, et on a les décorateurs. Les décorateurs, ça va beaucoup plus loin que les annotations Java 8, etc. Hein. C'est des composants d'ordre supérieur ou des traitements d'ordre supérieur sur les fonctions, les propriétés, sur les classes, sur les fonctions standalone. C'est génial, on commence à avoir un gros truc, mais c'était parti pour être dans ES 2016. Finalement, quelqu'un a levé 3-4K à la marge un peu velu, et du coup c'est repassé en stage 1. Et on va... Voilà. Et on va, c'est repassé en stade 1, et donc on remet la syntaxe sur le tapis. Ceci dit, il y a une implémentation qui existe avec Babel aujourd'hui, on s'en sert, notamment pour l'autobind.
C'est vraiment très très cool. Voilà, plein de liens pour découvrir ES6 et aller vers ES6 plus en profondeur. Il y a également un outil qui s'appelle LeBab, Babel à l'envers, qui en fait prend ton code ECMAScript 5 aujourd'hui, est capable d'y détecter plein de patterns traditionnels et de te le retransformer en ES6 idiomatique. Il ne fait pas tout, mais il fait beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que de l'ES5, ça reste de l'ES6 valide, à part les notions du mode strict. Et du coup, tu peux très bien faire migrer ta codebase petit à petit. Tu n'es pas du tout obligé de faire un big rewrite. Hein. Je suis trop dans les temps et on a un peu de temps pour les questions-réponses. Voilà. Hey. Voilà. Allons-y. Oui. Alors, la question est, qu'est-ce que je pense de TypeScript? TypeScript 2, notamment, j'imagine. Alors, en tant que langage, c'est très très bien, c'est vraiment super. Bon, c'est Anders Hellsberg derrière, hein, donc c'est le mec qui a fait Delphi et tout, je le connais, on a bossé ensemble, c'est brillantissime. Le TypeScript 2, c'est en gros ES 2015, un peu de ES 2016 et tout, plus les annotations de type safety, d'accord? Donc il y a des tas de gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette notion typage fort, etc. Et ou qui sont déjà aussi, qui ont envie d'aller vers ça, par exemple, mais qui sont déjà dans l'univers Microsoft, pour X raisons. Et donc pour ça, c'est une solution intéressante. Moi, je ne suis pas le client. Je n'ai pas besoin de ces annotations de type. Hein. Quand on vient des langages statiques, et par exemple on va de Java vers Ruby ou Java vers JavaScript, on est toujours persuadé que sous prétexte que le truc ne va pas vérifier les types, on va se mettre à mettre des numbers là où il aurait dû y avoir des strings. Dans la vraie vie, pas du tout. Je veux dire, tu ne le faisais pas avant. C'est pas tous les jours que ton compilo Java te disait hey, pourquoi tu m'as mis un blé alors que c'est un string. Non, tu avais mis un string. Tu vois. Mais ça permet d'avoir des signatures un petit peu plus claires, d'éviter de faire trop d'inférences de type, etc. Il y a des mécanismes alternatifs. Par exemple, moi j'aurais plus tendance aujourd'hui à faire de l'OS 2015 et lorsque j'ai envie un peu de choses un peu velues, notamment plus pour couvrir le côté, tu n'as pas couvert tous les types possibles de sortie, tu vois, par exemple, de mettre du flow. De chez, qui est un type checker très similaire qu'on a chez, mais dont les résultats, les messages d'erreur, je trouve, sont plus sympas, plus utiles qu'avec TypeScript. Ceci dit, en soi, la techno est chouette, la techno est sympa. Il y a des gens qui font les deux, suivant les projets, qui font du TypeScript 2 dans un sens, et c'est très facile, en fait, tu es presque à la maison, c'est très très similaire, hein, c'est très très proche. Les syntaxes sont presque ISO entre les deux. Donc voilà, ça dépend vraiment de dans quelle boîte tu es, ton environnement culturel, technique, les gens autour, etc. J'ai rien contre TypeScript 2. Moi, je vais préférer être dans quelque chose qui est vraiment voilà, dans le TC39, dans le standard, pris en charge absolument partout en natif, plutôt que de forcément passer par un transpiler, puisqu'il n'y aura jamais de prise en charge native de TypeScript 2, ce n'est pas l'objectif. Mais l'important, voilà, c'est de ne pas faire du JavaScript de papa, d'aller dans l'un ou dans l'autre. C'est facile de passer de l'un à l'autre derrière. Voilà. Ah, je vous ai tué, quoi. Oui. Ouais. On va en parler après, c'est pas le... Mais oui, complètement. Et tu sais quoi, les Google Developer Evangelistes le pensent aussi. Voilà. Ce qui fait mal. Google le pense aussi, en fait. Mais voilà. Oui, c'est... Voilà, tu penses, t'as dit qu'Angular 2 était déjà mort. On en reparlera après, je vais pas truster le... Voilà. Spécifiquement par rapport à la conf et non par rapport aux 200 digressions de l'orateur. Oui. Ouais. Alors, les performances des promesses, des générateurs et de la synchrone. C'est comme tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans les early implementations, donc la perf est bonne, alors surtout pour le front. Pour le front tu t'en fous parce que tu es en train de traiter de l'interactif, c'est pas une milliseconde qui va changer quoi que ce soit. Pour le serveur c'est un peu plus intéressant, parce qu'effectivement ça va changer ton truc. Alors il faut être clair, de toute façon ça veut dire que ton serveur est en Node. Déjà, il enterre ton serveur Java, hein, faut être clair. Mais effectivement, dans certains cas ultra hardcore en termes de besoin de performance, c'est-à-dire que tu veux vraiment garder genre, ta réponse de microservice en dessous de 3-4 millisecondes. Ok, d'accord. J'ai pas dit 100, hein, j'ai dit 3-4. Et là, effectivement, tu dis, tiens, si sur ce coup-là, j'avais les promesses aujourd'hui, peut-être que je le ferais plutôt avec des callbacks vraiment purs de fonderie ou avec async.js, par exemple, pour rester... Mais c'est comme tout ce qui arrive dans ECMAScript, c'est-à-dire que la perf fait des bons à quasiment tous les 3 mois. Hein.
Il suffit de regarder les perfs de JavaScript lui-même ou de WebAssembly ou autres ces dernières années. Donc on sait que la perf va être exceptionnelle et tout à fait linéaire par rapport au callback. C'est déjà le cas dans beaucoup de cas de figure, ça ne va pas encore l'être. Les générateurs, tu en parles peut-être parce qu'aujourd'hui Async Await est simulé avec promesse plus générateur, mais on va les avoir en natif là justement, sans la simulation. Donc du coup, les générateurs pour le coup en tant que tel, c'est très performant. Et l'Async Await tel qu'il va être implémenté va avoir la performance qui est la sienne, qui est largement suffisante parce que tu utilises sur des trucs très bloquants de toute façon. Donc c'est pas ta requête réponse, elle va prendre du temps de toute façon parce qu'il y a une IO base de données ou un truc comme ça. Et elle va être excellente à terme. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser aujourd'hui. En fait, il y a extrêmement peu de monde qui a le besoin de perf absolu côté serveur qui justifie de rester sur le callback. Je ne sais pas combien de temps il nous reste ou si on a fini sur le slot. On a terminé. Merci beaucoup. Bon Devox.